Après la mort d'Oleg en 912, Igor de Kiev, fils de Riourik, accède au pouvoir. Il se lancera dans plusieurs campagnes militaires contre des factions rebelles, contre des envahisseurs et entreprendra des raids sur le puissant empire byzantin. Assassinée, sa femme Olga entamera une vengeance cinglante qui restera marquée dans l'histoire. Réformatrice, elle réorganisera la Russe de Kiev et entamera la conversion de son peuple au christianisme. À la mort de Riourik en 879, son fils Igor n'est qu'un enfant d'1 an placé sous la régence d'Oleg le Sage. Pendant que le prince héritier grandissait, Oleg réforma le pays, en transformant les anciennes colonies varègues qui servaient de comptoirs commerciaux en villes fortifiées. Il imposa les peuples soumis via des tribus, lança une campagne victorieuse contre les Byzantins qui développa les routes commerciales offrant un apport économique et conséquent. Entre-temps, vers l'âge de ses 25 ans, Igor épousa une certaine Olga de Pskov en l'an 903. Puis, vers 907, le jeune prince se voit confier la régence de la principauté de Kiev pendant l'absence d'Oleg parti en campagne contre l'Empire byzantin. En 912, quand Oleg meurt après 33 ans de règne, la souveraineté passe alors aux mains d'Igor. Celui-ci poursuit la politique expansionnisme de son prédécesseur. Dès le début de son règne, plusieurs tribus le long du Dniepr autrefois soumises à Oleg se rebellent. Parmi elles, les Radimiches, les Sévérianes à l'est, mais aussi les Drevlianes à l'ouest. Dès le début de son règne, Igor se retrouve dans une position délicate. Si la révolte prend plus d'ampleur, ce serait la fin de la Russe de Kiev. Mais le prince réagit promptement. Il rassemble sa Drojina et part mater l'insurrection. Igor écrase la révolte et impose de nouveau la domination des Russes sur les peuples soumis, dissuadant même ceux qui voulaient se joindre au soulèvement. Hormis les territoires récupérés, les populations de ces terres fournissent un tribut quotidien et un apport important d'esclaves pouvant servir de main-d'œuvre ou de marchandises. L'année suivante, après avoir maté les révoltes, le grand prince de Kiev augmente le rayon de ses incursions en lançant une campagne en direction de la mer Caspienne. Sa Drojina, transportée par 500 bateaux, saccage Gilyan, Tabaristan, Shirvan et rassemble un important butin. Sur le retour, Igor tombe nez à nez face à l'empire du Khagan Khazar et est défait par celui-ci. Après cette défaite, le temps de rentrer et de reconstituer ses forces, et une nouvelle menace apparaît à l'est, les Péchénègues. Les Péchénègues. Ce peuple nomade d'origine turque d'Asie centrale apparaît dans l'histoire au 8e siècle dans l'Empire khazar. Leur nom serait traduit en vieux turc par « beau-frère ». Appelés Péchénègues par les Slaves orientaux, la chronique de Nestor révèle leur arrivée sur les terres russes en 916. Ces guerriers, combattant à cheval, utilisaient des tactiques de brigandage et de pillage. Igor, voyant cette nouvelle menace, s'assura la paix et même une alliance avec ces derniers. Car le dirigeant de la Russe de Kiev avait bien d'autres projets en tête. En 941, le grand prince Igor de Kiev, ayant rassemblé toute sa flotte, se lance dans ce qui sera le plus grand raid de sa vie. Sa cible, la province de Bithynie, en plein cœur de l'Empire byzantin. Arrivant dans les détroits du Bosphore, la flotte grecque, informée par les Bulgares, l'attend de pied ferme.
possédant une invention dévastatrice inventée à la fin du 8e siècle, le feu grégeois. Un mélange incendiaire de forme liquide, sûrement propulsé à l'aide d'un siphon pressurisé dont la recette si bien gardée reste encore inconnue. Comparable à du napalm, le mélange projeté brûle les voiles, incendie les coques des navires, consume les corps et reste même à la surface de l'eau. À ce moment, Igor se rend compte trop tard du désastre et bat en retraite avec le peu de survivants qui lui restent. Cette bataille navale reste un revers majeur pour Igor, mais qui n'affecte pas son désir de conquête, qui, 2 ans plus tard, relance des raids le long des côtes de la mer Noire. Vers l'an 943-944, le prince de Kiev part de nouveau en campagne contre les Grecs. Les habitants de la ville de Chernocèse envoyèrent un messager aux Byzantins. « Voici les Russes, ils ont couvert la mer de leurs vaisseaux innombrables. » Les Bulgares, eux aussi, annoncent la nouvelle. Les Russes viennent et ils ont les Petchenegs à leur service. Igor, à la tête d'une force conséquente, rassemblant plusieurs tribus, y compris les Petchenegs, se lance à l'assaut du littoral de la mer Caspienne et de la Transcaucasie. Son armée pille, fait de nombreux esclaves et ravage les terres byzantines. Puis, en 945, il met toutes ses troupes en marche en direction de la capitale Constantinople. Malheureusement pour l'Empire, toutes ses armées sont déjà occupées sur les différents fronts. L'empereur, apeuré, n'ayant aucun moyen de contrer cette menace, voyant sa capitale menacée, il envoya une ambassade rencontrer les Russes sur les rives du Danube pour tenter de persuader Igor de conclure un traité de paix. Moins avantageux que l'accord de 911 par Oleg, les Russes gardent certains privilèges commerciaux en échange de l'obligation de venir en aide aux Byzantins pour défendre leur colonie en Crimée. Cependant, certains historiens s'interrogent. Nestor, dans ses chroniques, nous cite qu'à chaque raid victorieux, un traité est réalisé entre les Russes et les Grecs, toujours à l'avantage de Kiev, comme pour glorifier ou plutôt mettre en avant la puissance des Russes. Quoi qu'il en soit, ces traités nous prouvent qu'un lien étroit se crée entre 2 civilisations. Victoire ou défaite, en fin de compte, les campagnes d'Igor permettent aux Russes d'entrer dans la sphère politique des Byzantins. Une partie des Droudjiniks sont envoyés à Constantinople selon l'accord de 944 pour prêter serment dans l'église Saint-Élie. Cet événement reste mineur, mais nous montre la propagation du christianisme vers la Russe de Kiev. Il faut bien se rendre compte que 35 ans auparavant, les hommes d'Oleg avaient juré par leurs armes et leurs dieux, Péroun et Volos. Ceux d'Igor font serment dans une église, qui reste néanmoins un symbole de ces changements. Petit à petit, en se rapprochant des Byzantins, les Russes se voient comme indirectement influencés par leurs voisins du Sud. Pendant l'année des traités avec les Byzantins, Igor et son armée, sûrement en route pour Kiev, s'en va prélever le tribut chez les Drevlianes. De retour à la capitale, la Droudjina d'Igor lui propose d'aller récupérer un second tribut sur les Drevlianes. Les Drevlianes, ceux qui avaient osé se rebeller à la mort d'Oleg. Alors Igor hésite, puis se décide. La tribu slave payera une 2e fois. Nestor citera dans sa chronique « On leur fit violence ». Pourtant, Igor ne s'arrête pas. Il renvoie son armée à Kiev et part avec un petit groupe d'hommes prélever un 3e tribut. Si le loup prend l'habitude d'aller à la bergerie, il emportera l'une après l'autre toutes les brebis. Cette fois, c'est de trop. Les troupes slaves sortent de la ville d'Iskorosten et tuent Igor et sa troupe. Historiquement, on ne sait pas ce qui a poussé Igor à prendre une telle décision. Est-ce la rancœur, un excès d'assurance ou de la cruauté ? L'historien Lev Goumilyov cite « Le prince de Kiev avait appris à poser les problèmes à la juive, sans prendre aucunement en conséquence les sentiments d'autrui. » Cette citation est certes ancienne, mais elle peut nous permettre à mieux comprendre le caractère d'Igor. Quoi qu'il en soit, la nouvelle parvint à sa femme Olga, qui devint alors la première dirigeante de la Russe de Kiev. Avant tout,
intéressons-nous au passé d'Olga. N'ayant presque aucune source historique sur son enfance, nous pouvons quand même émettre l'hypothèse qu'Olga est d'origine scandinave. En effet, cela fait environ 60 ans que les Varegs sont implantés sur les terres des Slaves. Son prénom, dérivé de Helga, signifiant heureux, prospère, est d'origine scandinave. Nestor, dans sa chronique, la cite sous le nom de Olga de Pskov. En sachant qu'elle fut mariée à Igor, qui à l'époque allait devenir prince de Kiev, on peut penser qu'Olga doit être issue d'une noble famille vareg aux alentours de la ville de Pskov. « 945. Kiev. Olga, entourée de son fils Sviatoslav, du gouverneur Asmoun et du voïvode de Svienald, apprend l'assassinat de son époux Igor. Cette nouvelle est un choc et pour preuve, Olga entamera une vengeance terrible envers les assassins de son défunt époux. De ce fait, elle devient régente du pays le temps que Sviatoslav, âgé d'à peine 3 ans, devienne adulte. Peu de temps après la mort du grand prince Igor, une délégation d'une vingtaine de Drevlianes arrive à Kiev en bateau pour porter un message à Olga. « Nous avons tué ton mari, car il était comme un loup pillard et ravisseur. Mais nos princes sont bons, ils font prospérer la terre des Drevlianes. Épouse donc mal notre prince. » Après avoir assassiné son mari, les Drevlianes lui proposent de se remarier avec leur prince nommé Mal et de pouvoir en outre disposer de Sviatoslav comme bon leur semble. Olga fait mine d'accepter ce nouveau mariage. Elle flatte les Drevlianes et leur propose de faire les fiers en se faisant porter dans leur bateau dans les rues de Kiev par le peuple. Pendant la nuit, Olga ordonna de creuser une grande fosse dans la cour du donjon. Le lendemain, ne se doutant de rien, les Drevlianes grimpent dans le bateau et se font porter, puis sont jetés dans la fosse et se voient enterrés vivants. Après s'être débarrassé des ambassadeurs, Olga envoie un message aux Drevlianes. « Si vous me voulez réellement, envoyez-moi des hommes distingués afin que je puisse aller vers votre prince avec grand honneur. » En réponse, les Drevlianes envoyèrent leurs nobles et leurs meilleurs soldats. Olga les accueillit en leur proposant de leur faire prendre un bain. Sans le savoir, pendant que les Drevlianes se lavaient, les portes furent fermées et les hommes d'Olga mirent le feu au bâtiment. En peu de temps, elle se débarrassa de toute la noblesse drevliane et de leurs meilleurs soldats. Puis, elle envoya un autre message. « Je vais aller chez vous, préparer beaucoup d'hydromel. Je veux pleurer sur sa tombe et faire une cérémonie funèbre en l'honneur de mon époux. » Arrivée chez les Drevlianes, Olga, escortée par une petite escorte, rejoigna la tombe de son mari pour le pleurer. Plus tard, quand la cérémonie commença, la régente de Kiev s'arrangea pour que l'alcool coule à flot et quand tout le monde fut enivré, elle ordonna à ses hommes de tous les massacrer. Nestor, dans sa chronique, parle de plus de 5000 morts. Même si ce chiffre reste très élevé et impossible à vérifier, cela nous montre la détermination de la vengeance de Olga, qui après cela retourna à Kiev pour assembler toute l'armée pour marcher sur Ikorosten, la capitale des Drevlianes. En 946, Olga, ayant rassemblé une grande armée, se retrouve face à celle des Drevlianes. Ceux-ci, sûrement affaiblis par la perte de la majeure partie de leur noblesse et de leurs meilleurs commandants, perdent la bataille. Le reste de l'armée en fuite se barricade à Ikorosten, où Olga pose le siège de la ville. Menant une défense acharnée, Olga n'arrive pas à s'emparer de la ville. Alors, usant de sa ruse, elle fit une proposition assez étrange aux défenseurs. Elle demanda 3 pigeons et 3 moineaux par maison. Les Drevlianes, désespérés, acceptèrent l'offre avec joie et fournit tous les oiseaux à Olga. Puis, arrivée au crépuscule, elle demande aux hommes de son armée d'attacher une mèche enveloppée de petits morceaux de toile aux pieds des oiseaux. Après avoir mis le feu, les oiseaux paniqués volèrent vers les nids, vers Ikorosten. La ville, en majorité composée de bois, fut complètement incendiée.
Olga n'eut plus qu'à envoyer son armée pour finir le travail. Certains étaient passés au fil de l'épée, d'autres furent offerts comme esclaves à ses officiers. Quant au reste, ils payèrent un lourd tribut. Les Drevlianes, matés pour de bon, la régente de Kiev se lança alors dans une refonte économique et politique à travers tout le pays. Dès la principauté de Novgorod sous Ryorik, le système politique est similaire à celui des peuples scandinaves. À la tête, on y retrouve le prince, sa famille et son entourage, puis sa Drujina, composée de ses commandants, de nobles, ensuite le peuple pour majorité des agriculteurs, des artisans ou des ouvriers, puis en bas de l'échelle, les esclaves. Mais il ne faut pas oublier que la Russe de Kiev reste un mélange de différentes tribus, pour la plupart slaves. Ces tribus sont gouvernées par un chef de clan qui est soumis au grand prince et doit lui fournir un impôt quotidien, qu'il soit en or ou en ressources comme des fourrures, du miel, du bois, mais aussi fournir des levées en cas de guerre. Depuis Ryorik, les dirigeants ont pour habitude de réaliser des tournées dans le pays pour prélever l'impôt. Les tribus sur les différents peuples soumis, que l'on appelle Poljuda, traduit par la tournée de perception. Olga, quant à elle, installe des points de collecte un peu partout sur le territoire pour que les peuples apportent par eux-mêmes l'impôt et les tribus. Certes, l'impôt est toujours prélevé, mais l'opération paraît moins insupportable. De plus, cela montre la fin des excès comme sous le règne d'Igor. Sur un plan politique, Olga cherche à pacifier les relations avec les peuplades tributaires, en construisant de nouvelles infrastructures comme les points de collecte, les povosti, les abris pour les commerçants à Novgorod le long de la Msa, ou encore les filets à oiseaux, Perevesiska, dans la vallée du Dniepr et de la Desna. Tout cela permet d'améliorer les liens avec les vassaux et de créer une sorte d'entente commune. Ce qui reste le plus grand changement sous le règne d'Olga et peut-être même de l'histoire de la Russe de Kiev est bel et bien sa conversion au christianisme. Cela va faire des années que la régente Olga administre le pays. À l'inverse de son défunt époux Igor, elle ne lance pas de conquêtes ou de raids, créant ainsi une période d'accalmie. Vers 954-955, Olga décide de se convertir et prendre le nom de baptême de Hélène, peut-être en hommage à la mère de l'empereur Constantin VII. La chronique de Nestor nous dit qu'elle fut baptisée à Constantinople, mais les historiens s'accordent plus sur un baptême ayant eu lieu à Kiev. Olga devient la première dirigeante de la Russe de Kiev à abandonner ses croyances païennes pour se convertir à la foi chrétienne. De ce fait, elle est l'un des premiers éléments déclencheurs à la christianisation du pays qui, des années plus tard, verra son petit-fils Vladimir convertir presque l'ensemble du pays. Son fils, Sviatoslav, quant à lui, ne comprend pas ce changement. Pour lui, ce serait un acte de faiblesse envers ses hommes. Sviatoslav est décrit comme un vareg, un guerrier qui reste fidèle à ses croyances paganistes et refuse de se convertir. Quoi qu'il en soit, les sources grecques nous prouvent que Olga se rend bien à Constantinople en 957, où elle y rencontre l'empereur Constantin VII. Entourée de plus de 83 personnes, la délégation de Olga comporte des gens de son entourage, des traducteurs, des familières et les 18 esclaves féminines de la souveraine. Le voyage se déroulant en bons termes globalement, certaines sources nous parlent de demandes en mariage de la part de l'empereur Constantin, d'autres décrivent un second voyage dans la capitale byzantine, mais tout cela reste à prendre à la légère. Cependant, Olga comprend que les Grecs ne la voient pas comme leur égale, mais comme une vassale. C'est sûrement pour cela que Olga, étant rentrée à Kiev, envoie des émissaires à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Othon Ier, pour que celui-ci envoie des prêtres en mission pour convertir le pays. Après avoir perdu l'un des prêtres nommé Libitius, un certain Adalbert, un moine de Saint-Maximin de Trèves, tente de convertir les terres des Russes.
Peut-être par manque d'optimisme ou de résistance des populations à la conversion, le moine revient auprès de l'empereur Othon Ier en 962, déclarant n'avoir rien pu accomplir. Plus tard, Olga, quant à elle, reste à Kiev. En 964, Sviatoslav commence à régner sur la Russe de Kiev, puis vers 969, Olga mourut suite à une maladie. Ayant eu un enterrement suivant les rites chrétiens, Vladimir Ier fera déplacer son corps dans l'église de la Dîme, puis vers 1826, son potentiel corps est retrouvé et déplacé dans la cathédrale Sainte-Sophie à Kiev. Le règne de Igor et de Olga reste une transition importante dans l'histoire de la Russe de Kiev. Même si les actes de Igor sont moins majeurs, ceux de Olga ont marqué le pays à tout jamais. Elle développa les terres en modifiant le système de perception des tribus, en lançant la construction de nouvelles infrastructures, en développant les relations avec les différents peuples soumis et en se convertissant, menant à la conversion de la Russe de Kiev à la chrétienté. Merci d'avoir regardé ce 3e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. La prochaine vidéo traitera du règne de Sviatoslav et de ses 3 fils. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire pour l'amélioration de la chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo.